Donc, bienvenue à cette série d'exercices pour notre deuxième cours sur les boucles. On avait notre première série d'exercices qui traitait sur les boucles while. Donc, un petit rappel, la boucle, ça me permet de répéter des instructions. Le principe, c'est qu'on a le mot-clé while, le mot-clé end, et on a une condition qui est une expression booléenne, quelque chose qui peut être vrai ou faux. Habituellement, une comparaison avec un plus petit, un plus grand, un différent de. Puis après ça, la condition va être évaluée. Si la condition est vraie, on exécute les instructions qui sont entre le while et le end. Et une fois qu'on a terminé ces instructions-là, on remonte au while et on reteste la condition de nouveau. Le while en français, c'est tant que. Donc, tant que la condition est vraie, on répète les séries d'instructions. Fait que on commençait, puis on demandait le premier exercice suivant. Donc, on demandait de saisir un nombre, puis de recommencer la saisie tant que le nombre saisi n'est pas 0. Fait que quand on regarde une question, c'est toujours important d'essayer de regarder les moments importants de la question, ou les informations pertinentes qui vont nous aider. Il y a certains mots-clés qui vont nous aider à tout de suite déterminer qu'est-ce qu'on est supposé avoir dans la question. Premièrement, un des mots-clés, c'est une saisie. Fait que quand on parle de saisie, on pense à la fonction input, qu'on a vu qui nous permet de faire une saisie à l'utilisateur. On a un deuxième mot-clé qui est le mot recommencer. Donc, quand on répète quelque chose, quand on veut faire une boucle sur une série d'instructions, ça va être un while ou un for. Puis, on a ici le mot tant que. Tant que, ça, c'est un autre mot-clé. C'est la traduction littérale du while. Donc, habituellement, ça va nous donner des bons indices sur quelle est la condition que je veux rentrer dans mon problème. Fait qu'on va aller regarder qu'est-ce que ça nous donne, celui-là. Donc, le principe, on a un petit clear. On pourrait aussi mettre un CLC au début de ça là, pour juste faire en sorte que on affiche juste ce qu'on a besoin. Donc, on commence à avoir une première saisie. Donc, le principe, c'est qu'on veut recommencer une saisie tant qu'elle est différente de 0, mais il faut en avoir une première pour être capable de faire une première évaluation de notre boucle. Donc, on a une première saisie. Donc, on a répondu à notre premier critère de la question. On fait une première saisie. Et on recommence tant que la saisie n'est pas 0. Ici, pour dire la saisie n'est pas 0, on peut utiliser l'opérateur de comparaison différent de, qui est le tilde égal, tant que c'est pas 0. Donc, tant que la saisie n'est pas 0, c'est littéralement écrit en code, tant que la saisie est différente de 0. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On recommence la saisie. C'est qu'on refait le input. Un autre élément important de cette question-là, ça va être d'écraser l'ancienne valeur. Parce que si on veut faire une nouvelle comparaison, une nouvelle vérification de la condition, il va falloir que la valeur de saisie aille changer. Donc le principe ici, c'est que est-ce que la saisie est différente de 0? Si elle est différente de 0, je refais une saisie qui me donne une nouvelle saisie que je peux tester dans mon programme. Donc, quand j'essaye d'exécuter ça, quand je rentre des nombres, tant que les nombres sont différents de 0, ça continue. Puis, quand je rentre 0, on a la fin du programme. Fait qu'on est capable d'avoir ici un programme qui me permet de continuer tant que c'est différent de 0. Ici, il y a une petite note. Donc, si vous regardez les exercices et les exemples que je vous donne, il va souvent avoir des informations additionnelles. Donc, ici, ça peut dire, en passant, quand on fait cette première saisie-là, je pourrais tout simplement mettre une valeur quelconque à la place. La valeur quelconque va faire en sorte que je vais rentrer dans ma boucle, puis je vais avoir directement une saisie. Ça aurait la même fonctionnalité, mais il faudrait mettre une valeur arbitraire qui est un peu moins lisible. Fait que moi, j'aime mieux avoir une saisie initiale. Fait que ça, habituellement, c'est pas si pire. On va regarder le deuxième qui est vraiment l'exercice le plus important du cours de mercredi, qui va être de saisir un nombre n, fait que mettons 5,
puis de calculer la somme des nombres de 1 à n de manière cumulative. Fait que si, mettons, je rentre 5, ça va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Fait qu'on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec celui-là. Fait qu'on compte de 1 à n. Fait que pour être capable de travailler avec ça, il va falloir représenter plusieurs mécanismes en même temps. Donc le principe ici, c'est que, bon, si je dis que je fais semblant que mon n est égal à 5, là, je veux avoir le résultat qui est égal à 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Fait que le principe ici, c'est que il va falloir que ce soit variable. Hein. Si j'ai 7, ben, ça va être plus 6 plus 7. Si ça va être 10, ben, c'est plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus. Donc, il faut que cette partie-là soit variable. Fait que c'est quoi qu'il faut répéter? Hein? C'est quoi l'opération qu'on va refaire plusieurs fois? Ça va être l'addition de notre élément. Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser ce qu'on appelle un accumulateur. Donc, dans les boucles, ça va être un processus qui va revenir extrêmement souvent, le principe d'accumulateur. Fait que cette opération-là, à place de la faire d'un coup, on va la découper en plusieurs parties. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va avoir ce qu'on appelle une somme, hein, ou ça pourrait être un accumulateur ou résultat, hein, puis on va le partir à 0. Puis le principe, c'est qu'on va additionner chacun des éléments de manière itérative. Donnez-moi un instant, je suis en train de le réécrire. Le code qu'on veut exécuter pour que ça soit répétable facilement dans une boucle, ça va être ce code-là ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai une somme qui commence à 0. Donc, après ça, je fais cette somme-là plus 1. Fait que ça va faire 0 plus 1. Hein, ça me donne la même chose. Ici, je vais faire une flèche là, pour dire ça me donne 0. Oups. Pas aimé ça. Je vais mettre ça ici. Et puis on retourne un N. Et voilà. Et là, en plus, tu as perdu duration. Alright. Jusqu'à 5. Donc, on a les différentes sommes, puis ce que ça nous donne ici, ça va être 0 plus 1. Parce qu'à ce moment-là, 0 est égal à notre somme. On va ensuite avoir l'autre opération. Donc, à ce point-là, ça va être quoi la nouvelle somme? Ça va être 1. Notre somme, ça va être 1. Fait que quand je fais somme plus 2, ça va faire 1 plus 2. Donc, ça va donner 3. Fait que dans ma somme, à ce point-là, ça me donne 3. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là, je vais juste traduire ce qui est écrit ici, mais en remplaçant la valeur à l'intérieur de ma variable. Fait que ça devient 0, plus 1, ça devient au complet 1. Je fais le 1 qui est ici, c'est ma somme. Je fais le plus 2, ça me donne 3. Et on continue comme ça. Puis on peut voir que à l'intérieur de la somme, on a l'accumulation des différents éléments.
Et voilà. Fait que, à la fin de ça, dans ma somme, je vais avoir le 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 qui est égal à 15. Fait que, quand j'ai ça ici, là, je ne vais pas vouloir répéter ça manuellement. Je vais vouloir le mettre dans une boucle. Fait que, qu'est-ce que je peux voir ici? C'est que j'ai un élément qui s'augmente à chaque itération. Ça fait qu'on avait vu qu'on peut utiliser un compteur qui est utilisé facilement avec une autre variable qu'on va pouvoir incrémenter par nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on a vu avec la boucle while, le principe du compteur qui s'incrémente à chaque fois. Donc si on regarde la solution, ben ça l'implémente notre opération ici, mais à la place d'être une valeur statique, ça va être un compteur. Puis qu'est-ce qui se passe avec le compteur? Le compteur va incrémenter de 1 à chaque itération de la boucle. Fait que le premier coup, le compteur il est à 1, puis après ça, ça va faire ben, 1 plus 1, ça me donne 2, 2 plus 1, ça me donne 3, puis 3 plus 1, ça me donne 4, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'aille terminer ma boucle. Fait que là, la dernière question qui nous reste, c'est quand est-ce que j'arrête ma boucle? Ben, ici, le compteur incrémente automatiquement, puis je veux qu'il continue tant que le compteur est plus petit ou égal à mon n initial. Fait que ici, j'ai tant que le compteur est plus petit ou égal à n, qui va me permettre de limiter le nombre d'itérations de la boucle. Pour terminer le tout, il faut initialiser mes différentes variables. Donc, je vais avoir une somme qui est à 0, puis un compteur qui est à 1, pour être capable d'avoir une valeur initiale. Sinon, quand j'essaie de faire le premier somme plus compteur, ben, je ne sais pas c'est quoi compteur, je ne sais pas c'est quoi somme, et qu'il ne serait pas capable d'évaluer c'est quoi les résultats de ça. Fait que c'est ici, ce principe d'accumulation-là, c'est quelque chose qui est très, très, très prévalent dans les boucles. Okay? Dans les book while, dans les book for. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre cette partie-là. On a ensuite le même principe, mais avec une multiplication. Okay? Donc, vous allez voir, c'est sensiblement le même code. On a le nombre fois la saisie. La somme fois le nombre. Nombre ici, j'ai remplacé ça compteur, nombre. On peut changer les noms des variables. On a le même principe d'incrémentation de compteur. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui est important, par exemple, c'est que la somme initiale, il faut la mettre à 1. Parce que sinon, ça va faire 0 fois quelque chose. Puis 0 fois quelque chose, ça me donne toujours 0. Je vais avoir juste une valeur nulle à la fin. Ça ne marchera pas. Donc, on a ici le principe de l'exercice 1 qui est terminé. Avec l'exercice 2, on veut faire en fait la même chose, mais avec une boucle for. Donc, avec la boucle for, on va pouvoir remplacer l'utilisation du compteur par la configuration de la boucle. Fait qu'on a le même principe d'accumulateur. Okay? Fait qu'on a une somme qui est initialisée à 0. On a ensuite l'accumulation qui se fait avec la somme plus le compteur. Mais, rendu là, on va avoir notre compteur qui va de 1 à n. Sans avoir à expliquer plus que ça, sans avoir à dire plus petit. La book for me permet de configurer le compteur pour qu'il y ait toutes les valeurs que j'ai besoin d'un coup. Donc, on peut voir vraiment ici, c'est quoi le but du for? C'est vraiment de prendre un compteur puis de l'intégrer d'une manière qui est beaucoup plus lisible. Mais tout le restant reste le même. Ensuite, on va prendre le même principe, mais qui va compter seulement les nombres pairs de 1 à n. Donc, nombre pair. Pour avoir les nombres pairs, on va utiliser la fonction modulo qu'on avait vu la semaine passée. Donc, la fonction modulo me permet de trouver le restant d'une division. Donc, ça me donne, j'ai une fonction qui a 2 paramètres. Puis, si on se souvient, quelques petits exemples. Si, admettons, j'ai 17 modulo 5, ça va essayer d'enlever le plus de fois possible 5
à l'intérieur de 17. Fait que dans ce cas-ci, ça l'enlèverait 5 fois, puis le restant, ça me donne 2. Donc ça essaye d'enlever le plus de fois le deuxième terme au premier terme en restant non négatif. Qu'est-ce qui est intéressant avec le modulo, c'est d'avoir... Qu'est-ce qui est intéressant avec le modulo, c'est d'avoir des informations avec les nombres pairs ou impairs. On va essayer plusieurs éléments avec le modulo 2. Si j'essaye de faire un modulo 2, j'essaie d'enlever 2 en restant non négatif, ça ne marchera directement pas. Fait que je vais juste avoir le 1. Si j'essaie de faire 2 modulo 2, ben là ici j'ai réussi à l'enlever une fois, ça me donne 0, hein, parce que je ne suis pas négatif encore, mais je ne peux pas l'enlever une deuxième fois, je tomberai négatif, fait que ça me donne 0. Si j'essaye 3 modulo 2, encore une fois, je peux l'enlever une fois, je ne peux pas l'enlever une deuxième fois, mais en l'enlevant juste une fois, il va me rester 1. Fait que ça me donne 1. Si je fais 4 modulo 2, ben je peux l'enlever 2 fois, il me reste 0, mais là on peut voir ici qu'on a une suite là. OK? Et ça va toujours donner 1 ou 0. Fait que qu'est-ce qui est intéressant avec le modulo 2, c'est que si le nombre est impair, ça va nous donner 1. Si le nombre est pair, ça va nous donner 0. Fait que on va utiliser cette propriété-là pour être capable de déterminer... On va la perdre. Pour être capable de déterminer notre compteur qui est ici. Je veux sortir. Merci. Fait que je vais avoir la même boucle avec le même compteur, mais pour savoir est-ce que je le compte ou pas, je vais utiliser une conditionnelle à l'intérieur de la boucle. Donc ça me permet de rajouter une condition pour ne pas nécessairement compter tous les éléments à l'intérieur. Troisième exercice, on voulait saisir 10 nombres de manière consécutive. Donc, bien certainement. N'hésitez pas en passant. Oui, donc dans des situations d'évaluation, la méthode avec laquelle vous arrivez à la solution n'est pas évaluée. Okay? La seule chose qui est évaluée, c'est est-ce que ça fonctionne. Il y a 2 astérix à ce que je viens de dire. Le premier astérix, c'est particulièrement dans des situations de travaux pratiques où c'est qu'on vous demande des choses semi-complexes, mais pas trop complexes. Des fois, il y a des fonctions qui existent qui réduisent le problème à juste appeler la fonction puis ne pas avoir à rien faire. Et que ça se peut qu'il y ait certaines fonctions qui soient proscrites. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit de les utiliser. Ça veut dire que tu peux trouver n'importe quelle manière que tu veux, mais tu n'as pas le droit d'utiliser cela spécifiquement. Fait qu'il y a ça qui serait le genre de choses que tu n'aurais pas le droit d'écrire puis tu perdrais des points pour. La deuxième, c'est si il y a un bris fondamental d'efficacité dans ton code. Donc ici, admettons, de vouloir dire il y a combien de... c'est quoi l'addition de 1 à n? Si à la place tu m'avais fait, ben si n c'est égal à 1, ben ça veut dire que mon résultat c'est 1. Puis sinon, si n est égal à 2, ben mon résultat c'est égal à 1 quand même. Puis là, tu m'aurais fait ça, puis tu aurais fait un copier-coller de genre 1000 lignes, là, tu sais, là. Ça, c'est le genre de choses que, ben, tu me prouves qu'il y a quelque chose que tu n'as fondamentalement pas compris des concepts que tu es supposé savoir. Puis dans ce cas-là aussi, je pourrais enlever des points. Mais habituellement, c'est des cas extrêmes, ces éléments-là. Fait que, autrement, la manière avec laquelle tu arrives à la réponse, c'est habituellement pas une problématique. OK. Donc, on arrive avec notre... Oui! C'est le restant de la division, ouais. C'est la partie qui n'a pas été capable de diviser qui garde.
Ben, dans ce cas-là spécifique, on utilise le modulo 2. Donc, encore une fois, le principe du modulo en termes général, c'est de dire, admettons que j'essaie de faire 17, OK, modulo 5. Le principe, c'est que j'essaye d'enlever le plus de fois possible le 5 à l'intérieur de 17 en restant non négatif. Fait que j'essaye de faire des divisions entières. C'est quoi la plus grande division que je suis capable de faire avec 17 et 5? Hein? Ça serait 3 fois 5. OK, c'est ça le plus proche. Est-ce qu'on est d'accord avec ça jusqu'à l'instant? Puis le principe, c'est que la réponse du modulo, c'est le restant de cette division-là. Fait que si je te demande modulo de 17 et 5, ça me donne combien? Victoire! Fait que, qu'est-ce qui est intéressant avec la division par 2? C'est qu'il va tout le temps rester 1 ou 0 si c'est pair ou impair. Excellent. Une autre propriété intéressante du modulo, ça va être pour trouver un diviseur. Donc, pour savoir si un nombre est un diviseur d'un autre, ça serait quoi le résultat du modulo entre ces deux nombres-là? Exemple. Si je fais modulo de 25 et 5, ça me donne combien? 0, exactement. Donc ici, quand on a un nombre qui est diviseur d'un autre, il n'y aura pas de restant. Hein? Fait qu'on peut déterminer si un nombre est divisible par un autre en utilisant le modulo et en regardant si le résultat est égal à 0. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on continue? Allons-y. Celui-là ici. Donc, le principe du modulo, hein, c'est de dire je suis capable de faire combien de fois, mettons qu'on regarde notre exemple précédent, on avait dit, bon, on a le 17 modulo 5, on va le copier, hop, juste pour le revoir, puis là, je vais dire, je vais faire la même chose, mais modulo 2. Hein? C'est pas l'inverse, hein, c'est un modulo 2. Fait que là, je veux essayer de trouver c'est quoi le plus grand élément que je peux multiplier par 2 qui va me donner un nombre qui est plus petit ou égal à 1. Ben, plus petit ou égal à 1, la seule possibilité, c'est 0. On est d'accord avec ça? Comme 2 ne rentre pas dans 1. Fait que la seule affaire, c'est 2. Là, si on continue dans notre même opération, on avait pris ce nombre-là, puis on l'avait soustrait à notre nombre initial. Fait qu'on fait 1 moins 0. Ça donne combien, ça? Fait que ici, le principe, c'est que j'ai même pas été capable de diviser une fois de manière entière. Fait que j'ai directement le résultat. Juste pour vérifier si tu me dis que tu comprends, là, on va tester ça. Si je fais 27 modulo 100, ça me donne combien? Exactement. Parce qu'on n'a pas réussi à rentrer de division entière de 100 dans 27. Je vais maintenant confirmer que tu as compris. On est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on continue? C'est des excellentes questions. Le modulo, c'est pas un opérateur qui est typique. C'est la première fois habituellement que vous le rencontrez. C'est bien normal que
ce soit pas facile. Fait que, on arrive, troisième partie de l'exercice 2, on a notre saisir 10 nombres consécutivement. Donc, on va faire 10 saisies. Pour avoir 10 saisies, la meilleure manière, parce qu'on pourrait avoir marqué 100, on pourrait avoir marqué 1000, on ne va pas faire du copier-coller. On veut éviter de répéter des instructions, fait qu'on va mettre ça dans une boucle. Et le principe, c'est qu'on va faire 10 saisies. Que tu me demandes 10 saisies de suite, puis à chaque fois, tu me demandes un nombre. Puis je veux savoir le nombre de fois que tu as rentré le nombre 0 littéral. Là, fait que si tu marques 100, ça compte pas. C'est seulement si tu mets 0 que ça compte. Fait que le principe, c'est qu'on va faire 10 saisies. Fait que comment est-ce qu'on fait 10 saisies? On a une book for qui se fait 10 fois. On fait une saisie à l'intérieur. Là, il va falloir compter le nombre de fois que j'ai un 0. Fait que si je me suis fait une variable succès, qui en fait le nombre de fois qu'on a rentré 0, je l'ai initialisé à 0, parce qu'au départ, on a 0 fois qu'il y a eu 0. Puis là, à chaque fois que je vais faire une saisie, je vais me demander est-ce que ça a été 0? Si oui, je vais incrémenter. Incrémenter, c'est juste de comme faire un plus 1 dans la variable. Ma variable succès. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'essaye 10 fois. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je fais une saisie. Puis, je fais une condition. Si la saisie est égale à 0, j'augmente mon nombre de succès. Et ça me permet de répéter une instruction plusieurs fois, et à chaque fois d'appliquer une conditionnelle pour essayer de trouver le nombre de fois qu'on aurait eu besoin d'utiliser cet élément-là. Parfait, on continue, on était rendu dans les opérateurs logiques. Donc on se demandait comment calculer le tarif réduit en saisissant un âge, puis les âges, c'est si c'était d'âge mineur ou si c'était d'âge d'or. Donc ici, on a un contexte, fait que c'est important d'avoir des variables avec des noms significatifs. Particulièrement aussi, on a des valeurs statiques, des valeurs numériques qui sortent de nulle part. Donc ça va être important d'utiliser le principe de constante qu'on a vu, qui nous demande d'utiliser des variables qu'on assigne seulement une fois, puis que le nom des variables, on les met en majuscules. Donc on a ici les deux constantes, on saisit l'âge, puis on peut utiliser ici nos opérateurs logiques qui me dit ben, si l'âge est plus grand que l'âge d'or ou l'âge est plus petit que l'âge enfant, on peut dire que c'est éligible ou pas éligible. Donc ici, quand vous allez travailler avec les opérateurs logiques, ce qui va être important quand ça ne fonctionne pas, ça va être de le lire à voix haute. Donc quand tu lis à voix haute, habituellement, tu vas découvrir c'est quoi la problématique qui vient avec. La deuxième chose qu'il faut faire attention quand on utilise des opérateurs logiques, c'est d'avoir une condition complète à gauche et à droite. Donc ici, même si les deux conditions utilisent âge, il faut que j'aille la comparaison complète à gauche et à droite. Je n'aurais pas pu marquer âge plus grand qu'âge d'or ou plus petit que âge enfant. J'aurais pas pu juste enlever cet élément-là. C'est syntaxiquement pas correct. Fait qu'on a notre troisième exercice qui utilisait les opérateurs logiques. On a le dernier qui nous demande de travailler avec la fonction mode pour savoir si, mettons, je fais des équipes de soccer, puis j'ai 357 élèves, puis je fais des équipes de 14, il va y avoir combien d'élèves qui ne sont pas dans une équipe complète. Hein? Donc ici, c'est une autre application typique du modulo qui va me trouver le restant de la division, la partie qui n'a pas réussi à diviser dans un problème. Fait qu'ici, c'est littéralement nos deux inputs. Puis ici, on va aussi utiliser le principe que quand on travaille avec des fonctions, les différents paramètres d'entrée qu'on utilise, ça va être des expressions. Fait que je peux mettre ici littéralement l'appel d'une fonction qui va me donner un résultat. Puis ce résultat-là va être affiché dans notre élément ici. Fait que ça fait le tour de nos différents exercices. Donc encore une fois, le principe c'est vous devriez avoir accès aux différentes
salles de dérivation, les breakout rooms de Zoom. Vous pouvez soit aller travailler seul, soit aller travailler en équipe. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le bouton Request for Help, qui est dans les boutons à côté du Share et du Stop Call et ainsi de suite, là. Donc, ce n'est pas de lever la main, tout simplement, c'est de demander de l'aide pour que nous, on aille une notification pour qu'on puisse venir vous aider. Autrement, bonne chance à tous, bon travail, le restant de la période et pour votre travail personnel sur les exercices.